Il y a une dimension, au-delà du visuel et de l'esthétique, il y a une dimension figurative. C'est-à-dire que quand vous considérez les recettes prennent place dans un espace figuratif élargi. La cuisine, la table, le moment du partage. Donc ça veut dire que par déplacement métonymique, il faut considérer tout cet espace de visibilité. Et donc ça va introduire une deuxième dimension qui est liée à la télégénie, qui n'est pas simplement celle de la visibilité, mais si j'ai le droit encore à un deuxième gros mot, c'est celle de la narrativité. C'est-à-dire que voir quelque chose, tout de suite, c'est la base pour raconter quelque chose. Il y a une dimension narrative. Et que si on veut encore tirer... Donc on raconte une histoire à travers un plat. Un plat, c'est une histoire. Et si vous tirez le fil de cette histoire, c'est une histoire qui relie à une recette qui va relier à des moments familiaux, c'est notre petite Madeleine, qui va nous relier à un moment de socialité, qui va nous relier à une base mémorielle, quelle qu'elle soit, qui va nous relier à une culture, qui va nous relier à une société, qui va nous relier à du cosmique qu'on vient d'évoquer avec le pain, à du cosmologique, donc vous pouvez tirer le fil à l'infini, et là vous avez un vaste espace iconique, figuratif, qui fait qu'on part d'un plat, on part d'une saveur, et on finit en parlant de l'âme des choses, de l'esprit des choses, et tout ça, ça compose la télégénie, au sens global, entre visibilité et narrativité. Donc pardon si c'est un peu pointu, hein, c'est pas du tout l'objectif, c'est l'histoire de dire que quand on parle de télégénie, vous voyez qu'en décomposant, ne serait-ce l'écart entre ce qui est purement visuel, ce qu'on voit, et ce qu'on dote d'une dimension esthétique, on a déjà fait un changement qualitatif. Et c'est la raison pour laquelle la télégénie va prendre entre visibilité et narrativité. Tous les médias se disent « Ouh, mais c'est intéressant parce qu'à travers la cuisine et les recettes, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à figurer globalement, et il y a quelque chose à raconter. » Et c'est évidemment dans cette direction-là que nous allons aller, à ceci près qu'on va se demander si cette dimension à la fois de visibilité et de narrativité est la même en Europe, c'est-à-dire au fond, est-ce qu'elle a été neutralisée par les médias, c'est-à-dire en gros, le média impose un format, un formatage, et nous dit c'est comme ça qu'il faut parler de la cuisine. Par exemple, le format télé-réalité. Et quand vous regardez les télé-réalités de l'Europe entière, bien évidemment, c'est fait avec les mêmes scripts. C'est-à-dire, on les reverra, on en reparlera avec Eva notamment, les mêmes scripts, c'est-à-dire introduire de la compétition, introduire du stress, introduire un certain rapport à la temporalité, un certain rapport à la communication et l'excommunication. C'est le même format qui se répand partout. Donc il y a un effet de neutralisation, d'homogénéisation. Et puis en même temps, la cuisine est trop riche, trop complexe pour qu'on puisse l'homogénéiser complètement. Et évidemment, cette télégénie, on imagine qu'elle va prendre des colorations particulières selon les pays, les localisations à travers lesquelles on va pouvoir l'aborder. Alors je vais demander à nos invités de se présenter, tous éminents, vous allez voir, à des degrés divers, et là encore avec des modes d'entrée divers. Et donc je vous laisse le soin de vous présenter. On commence avec Evelyne. Bonjour à tous, je suis Evelyne Cohen, je suis historienne et spécialiste d'histoire culturelle. On ne peut pas dire de moi que je sois une spécialiste de la cuisine, mais j'ai été associée à un certain nombre de publications, de projets, et dans le cadre de ma spécialité qui est l'histoire de la télévision et des contenus, des programmes, je me suis intéressée plus particulièrement aux émissions culinaires à un moment particulier, c'est le moment où il y a eu le dossier du repas de famille des Français au patrimoine mondial, et là j'ai eu l'occasion, à la demande d'une amie, Julia Xergo,
niveau de travailler sur, d'une part, les programmes culinaires, et d'autre part, on a fait ensemble un volume qui était présent là tout à l'heure sur les tables, de la revue Société Représentation sur l'artification du culinaire. Voilà. Il est là, hein, donc il est disponible, oui, ce numéro. Donc, avec une très belle couverture de Gouffet. Oui, magnifique. Voilà. Couverture sur fond rouge, une nature morte sur fond rouge. Donc, pour me présenter, voilà, j'ai aussi, donc, du coup, aussi fait dans une autre revue, Le Temps des médias, participé à un numéro spécial qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, À table. Voilà. Bien, Olivier Roger. Bonjour, donc oui, Olivier Roger, comme le programme l'indique, je suis actuellement chargé de mission au Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais ce n'est pas pour ça que je suis présent aujourd'hui. Je viens parce que lors de mes études, j'avais réalisé un mémoire sur l'histoire des émissions de cuisine à la télévision française, qui a été publié aux éditions de l'INA, que vous pouvez retrouver sous le titre « La cuisine en spectacle ». Et donc, je suis ravi d'évoquer aujourd'hui les émissions de cuisine à la télévision. Et bon. Le prix de l'INA. Ah, modestement, le prix de l'INA. Bravo, félicitations. Et puis Eva. Mais bonsoir à tous, je suis Eva Tocquebiol, je suis doctorante à l'Université de Montpellier en sciences du langage. Je fais de l'analyse de discours médiatiques, politiques et institutionnels. Habituellement, je travaille plutôt sur les discours sexistes en contexte médiatique, mais aujourd'hui, je vais venir plutôt parler de la médiatisation de la cuisine, notamment dans les émissions de télé-réalité culinaire, parce que j'ai travaillé sur Top Chef et Le Meilleur Pâtissier, et je pense qu'on va pouvoir débattre un petit peu sur les différentes représentations des plats, des recettes, et de toute la transmission culinaire qu'il y a à la télévision actuellement. Tu vas bientôt soutenir ta thèse, mais je te rassure, ici, on ne soutient pas de thèse, hein, on est en famille, et on essaie d'aborder des questions thématiques. Alors, on parle beaucoup depuis ce matin de l'Europe, mais vous avez vu, il y a un effet de prisme malgré tout, on a du mal à sortir de la vision de la France comme un point, comme un épicentre à partir duquel les choses s'organisent. Je pense qu'on a bien entendu les choses qui étaient dites. Bien évidemment, il ne s'agit pas de tenir le discours de l'excellence, de la priorité absolue que représente la France. Il s'agit de montrer qu'à travers le monde, à un moment donné, tout professionnel qui veut faire ce métier va passer en quelque manière par une grille interprétative de la cuisine qui est liée au modèle français, c'est-à-dire ce qui a été publié comme ouvrage et les gestes professionnels tels qu'ils ont été promus dans le modèle français. C'est comme ça que il ne s'agit pas de revenir à un ethnocentrisme béat, c'est de se dire évidemment le modèle culinaire français a une position particulière, puisque si je fais œuvre de travailler dans le monde de la cuisine, à un moment donné, je vais composer avec cet espace discursif qui est celui des ouvrages et des traités produits très tôt dans la culture française. Je vais composer avec le monde professionnel et le monde de l'expertise qui a su rayonner à travers le monde. Voilà ce que ça veut dire, et c'est la raison pour laquelle on est un peu comme avec un élastique. On essaie évidemment de prendre en considération toutes les cultures culinaires admirables à travers le monde, et notamment les cultures européennes, et par retour d'élastique, on a l'impression qu'on revient souvent sur ce modèle français et qu'on a du mal à faire un discours qui serait dans la déprise et la déclosion de ce modèle culinaire français, donc qui est une vraie problématique, hein, évidemment intéressante, à la gloire du système français, et en même temps qu'il faut relativiser en considération de toutes les cultures alimentaires et culinaires à travers le monde. Alors, je dis ça parce que je me pose la question par rapport aux médias où à la limite le modèle culinaire français va peut-être s'effacer au profit d'autres considérations qu'on va évoquer à travers cette télégénie qui aurait un caractère plus longitudinal entre les différentes cultures, puis qu'il s'agit de considérer la cuisine donc dans sa capacité figurative. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la représentation culinaire, ou représentation qui peut être une image fixe dans la télégénie, ça peut être la télégénie d'une figure morte. On vient d'évoquer la couverture du numéro
sur l'artification du culinaire, je pense que vous êtes posé la question. Si je veux visibiliser l'articulation du culinaire, qu'est-ce que je montre, hein? Et là, on a fait un choix, on va dire classique, hein, conventionnel, qui est celui de la nature morte, typique un peu de l'iconographie à la française aussi, telle qu'on pouvait la trouver. Et d'ailleurs, dans cet espace de visibilité, nous, je vois qu'à la Cité de la Gastronomie et du Vin à Dijon, on va commencer aussi avec une exposition temporaire qui est dédiée à la pâtisserie, parce que la pâtisserie répond précisément à cette télégénie magnifique de formes, de couleurs, de monumentalité, etc. Donc, je me tourne vers Evelyne parce qu'en même temps, on va chercher aussi, alors on va dire la télégénie, c'est comme toujours, hein, on pourrait dire la télégénie, elle remonte à l'histoire des temps, puisque sans doute, on peut faire l'hypothèse que depuis l'origine, les hommes ont doté leur rapport à la nourriture d'une dimension esthétique, d'une dimension, mais on ne peut pas dire qu'elle était télégénique à l'époque. Dans l'histoire ou dans les temps anciens, on va peut-être être raisonnable et se dire la télégénie, on va l'associer évidemment aux nouvelles modalités de représentation visuelle et on va peut-être précisément la passer au prisme de la télévision. Je me tourne vers toi, Evelyne. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on va trouver des sources ou un point d'origine de cette télégénie? Est-ce qu'elle est à chercher dans l'archéologie télévisuelle? Alors, je pense que de toute façon, la télévision, c'est forcément à voir. Hein, et au début de la télévision, on parle toujours d'un miroir dans lequel c'est une fenêtre sur le monde et un miroir. Hein. Donc il y a cette dimension. Et c'est certainement pas la télégénie au sens où on l'entend aujourd'hui. Moi, si je vois les émissions avec Cyril Lignac, je vais immédiatement me préoccuper de tout ce qui est le côté visuel, esthétique, couleur, design, etc. Voilà. Donc il est clair qu'il y a du changement là-dedans. Je voudrais, avant ça, on avait dit qu'on le mentionnerait, on aurait pu vous montrer des images. Hein. On aurait pu vous montrer des images, mais alors ce qui est assez intéressant, alors d'abord de quelle télévision on va parler? On va parler de la télévision française ou ayant importé des modèles d'autres pays, mais on ne va pas parler de toute une partie du visuel en ce moment qui passe par les chaînes YouTube ou alors les chaînes auxquelles on s'abonne, les chaînes cuisine, etc. Donc ça, pour l'instant, d'abord parce que si on veut l'aborder scientifiquement, c'est extrêmement difficile parce que c'est pas archivé en tant que tel, donc on ne peut que se promener sur Internet pour essayer d'apercevoir ce continent qui est en train de prendre de plus en plus d'importance quand même, hein, toutes ces chaînes YouTube et tout ça. Donc on va parler déjà, pour ce qui me concerne en tout cas, de ce qui est conservé par l'Institut national de l'audiovisuel. Et je voudrais dire que vous avez un moyen assez simple, mais très significatif de vous approcher de ces émissions, c'est de regarder INA Cuisine Vintage. Et vous avez INA Cuisine Vintage, donc vous pouvez voir très facilement, en rien de temps, plein d'émissions qui font référence finalement et qui alimentent aussi une certaine nostalgie, on peut dire. Bon, voilà. Alors, parmi ces émissions à goût nostalgique, il y a le grand inventeur qui a été précédé de petits inventeurs. Hein. Il y a un petit inventeur en 1953 qui est Georges Adet, ADET, mais qui n'était pas très habile du point de vue de la télévision, donc il a vite été remisé. Et celui qui a pris la place, c'est le fils d'un grand restaurateur aubergiste du sud-ouest de la France, c'est-à-dire Raymond Oliver. Alors, très significatif. On est toujours en 53 aussi, 53-54. À partir de 54 et jusqu'à 67. Et la chronologie, elle a un sens, en l'occurrence. Je vais revenir un tout petit peu dessus. Donc, Raymond Oliver va lancer une émission qui s'appelle Art et magie de la cuisine. Et les titres des émissions sont extrêmement significatifs. Si on regarde les titres actuels, hein, il y a beaucoup de chefs, par exemple. Hein. Depuis les années 2000, on entend
beaucoup chef, 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 oui chef, top chef, objectif chef, etc. Hein. Donc se préoccuper des titres, c'est important. Et que voulait communiquer Raymond Oliver? C'était donc, il dirigeait, il était le grand chef lui-même du restaurant Le Grand Véfour près du Palais Royal à Paris. Donc il communiquait un art. Il communiquait un art et on est en fait, et moi je pense que c'est une ligne de lecture qu'on peut avoir, c'est-à-dire que chaque fois ça correspond quand même à un grand moment de l'histoire culturelle et patrimoniale française. Hein. Donc son idée, ceux qui cherchent dans l'émission, qui est une émission quotidienne, accrochée à la fois au feuilleton, il n'y avait qu'une chaîne, donc accrochée au feuilleton et au journal télévisé. Donc véritablement, c'est une pièce maîtresse, on peut dire. Hein. Les cuisinières, les mères de famille, elles faisaient l'aller-retour avec l'écran de télévision, etc. Alors, donc, art et magie de la cuisine, il était assisté de la célèbre speakerine, qui est un monument à elle toute seule, Catherine Langer. Catherine Langer, c'était la femme potiche. Elle lui passait les plats. Il lui disait, Catherine, passez-moi donc le citron, passez-moi donc la fourchette, etc. Voilà. Et il y avait quand même l'idée qui est très importante et sur laquelle... Evelyne, le micro, pardon, bien devant, le micro. Vous entendez pas bien? Voilà, c'est mieux. Non, parce qu'il était trop là. Bon, excusez-moi. Donc, ce qui était important, c'était de regarder les mains de Raymond Oliver. C'est là-dessus que véritablement les commentaires se sont beaucoup fixés. Hein. Alors quoi, en l'occurrence, les mains? L'image importante, la dextérité. Et lui, il s'entraînait à l'envers pour qu'on le voit bien. Donc, il faisait des exercices pour essayer de se mettre devant une glace, de voir comment on pouvait le voir, etc. Donc ça, c'est quand même important. Et donc, il avait ce souci de l'image. Important, et c'est le premier chef médiatique véritablement, parce qu'il a essayé de s'exporter à l'international, parce qu'il apparaissait aussi dans les couvertures de magazines, etc. Mais alors, on va prolonger un tout petit peu, Evelyne, si on reprend le dispositif télégénique, il était relativement réduit, parce que si on le résume sémiotiquement, du noir et blanc, deux personnages assez statiques finalement, derrière un plan de travail. Droite tous les deux, debout, Catherine Langer ayant d'affreuses douleurs. Oui. On imagine une ou deux caméras, guère plus, avec des changements de plan. C'est ça, avec pas beaucoup d'espace, une toute petite cuisine, c'était une cuisine de studio, hein, véritablement. Donc, voilà. Donc c'est vraiment la grammaire élémentaire de la télégénie, hein, plan quasiment fixe, noir et blanc, deux personnages statiques. Je vais me tourner vers Eva. Je pense qu'avec la télé-réalité, aujourd'hui, les émissions, on ne conçoit plus du tout la télégénie culinaire sur le même mode. D'abord, c'est plus en noir et blanc. Ah, effectivement, on est complètement à l'inverse de la télévision d'il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, on va être dans le ressenti, dans la proximité avec les téléspectateurs et faire ressentir un plat, mais autrement que par le goût, que par le palais. Ça va être par le visuel, ça va être par les couleurs, par les focalisations de plans caméra, par les discours verbaux, mais aussi les discours physiques. On va donner une esthétisation des plats, mais une esthétisation qui va ressembler aussi à des compliments qu'on peut faire à des êtres humains. On va les attribuer à des plats. On va dire qu'un plat est féminin, qu'un plat est élégant, qu'un plat est raffiné, qu'un plat peut procurer du plaisir visuel avant de procurer du plaisir gustatif. Donc effectivement, on va être sur des mises en scène qui sont complètement différentes, avec beaucoup de montages télévisuels qui vont jouer sur une rythmique. Il faut toujours captiver l'audimat, et pour captiver l'audimat, on va le captiver donc avec l'écoute, avec le regard, mais aussi avec les formes de narration. Voilà. Donc on est vraiment dans l'étymologie de la dramatisation, c'est de l'action pure et dure, il faut du rythme, il faut un bon tempo, et puis alors là on évoquait le dispositif télégénique, figuratif. Alors dans le figuratif, c'est des grands plateaux, c'est beaucoup d'équipements, un travail sur les lumières. En fait, on a un peu de tout. Ça va être toujours dans une rythmique où on va essayer d'équilibrer à la fois la quantité, la qualité, mais aussi ça va être des plans caméra
très focalisé sur des parties d'assiettes, des parties d'aliments, et ça peut être aussi les quantités, l'énorme quantité qui peut se voir tant dans les candidats. On va avoir plusieurs candidats qui vont présenter plusieurs assiettes, comme on peut avoir qu'un candidat qui va être focalisé pendant 10 minutes sur son assiette, sur son produit et sur sa transmission culinaire qu'il va apporter au public. Donc là, tout compte, la lumière, la musique aussi, parce que chez Raymond Oliver, je n'ai pas le souvenir du fond musical, je ne sais pas si vous l'avez aussi avec Olivier, Evelyne, mais... oui, c'est Sidney Bechet. Ah, voilà. Ouais. Uniquement le générique. Ouais. Après, c'est les voix. Donc il faut meubler un peu avec les voix. D'où les questions. Il faut se remettre aussi dans le contexte d'une télévision où c'était déjà formidable d'avoir ça. Oui, oui. Donc on voit que tout participe aujourd'hui de la dramatisation, de la spectacularisation qui est très forte à ce niveau-là. Et donc on y reviendra peut-être. Et on voit que alors attention, le format de télé-réalité ne rend pas compte à lui seul de tout le potentiel télégénique de la cuisine. C'est un format parmi d'autres. Mais c'est un format assez dominant, assez transversal. On a dit en Europe, mais aussi à travers le monde. Cette télégénie, elle parcourt le monde. Alors la question qui va se poser, Olivier, c'est le format et le formatage de cette télégénie fait-il que finalement on homogénéise complètement le rapport spectaculaire à la cuisine et que du coup on efface les différences culturelles et qu'elles s'évaporent au fond derrière la dramatisation. Il n'y a plus que de la dramatisation et la cuisine en elle-même devient secondarisée. Est-ce que c'est vrai ? Alors la question se pose en tout cas, et surtout dans le cadre de la question européenne qui nous occupe aujourd'hui, parce qu'en effet, si les formats ont autant changé en France, notamment depuis les années 2000, et se sont éloignés du modèle assez basique de la leçon qu'a décrit Evelyne Cohen, c'est bien parce qu'on a importé des formats étrangers en France, et notamment des formats européens. Alors sur la question de l'homogénéisation, le plus simple est de partir d'un exemple européen, justement. Donc c'est l'émission The Great British Bake Off, qui a été adaptée en France sur M6, Le Meilleur Pâtissier, que nombre d'entre vous devez connaître. Et donc, si on compare la version britannique et la version française, on voit en réalité qu'il y a beaucoup de différences entre les deux, et que donc c'est pas parce qu'on importe un format qu'il y a une homogénéisation complète de ce qui est présenté. Donc rien que les titres des deux émissions sont très évocateurs. Au Royaume-Uni, on a The Great British Bake Off, donc la dimension nationale est présente dans le titre, c'est British, et sur le décor, qui est donc cette fameuse tente plantée en extérieur, qui là aussi est quand même renvoie à la passion pour les jardins typiquement britannique. Dans cette tente, on a des petits fanions avec le drapeau britannique qui est figuré, et donc on a quand même cette idée d'un ancrage national qui est assez important, et dont d'ailleurs l'émission s'est beaucoup servie pour mettre en scène les valeurs d'intégration qu'elle souhaite, enfin que le format prévoit. Donc on a notamment beaucoup de candidats qu'on dirait issus de la diversité. Il y avait notamment cette femme voilée qui avait remporté le concours et qui est devenue une star au Royaume-Uni, et qui avait été très symbolique sur le fait que justement une personne immigrés pouvaient remporter un concours de cuisine britannique, donc ça avait été symboliquement très fort. Et donc la deuxième partie du titre, de Bake Off, renvoie au baking, qui là aussi est très différent de ce qui a été adapté en France, où on s'est concentré sur la pâtisserie, avec la référence très présente au modèle professionnel en France, qui n'est pas du tout présente au Royaume-Uni. Donc au Royaume-Uni, le baking, c'est vraiment très large. Ça renvoie à la fois à la pâtisserie, ça renvoie également à la boulangerie. Il y a des épreuves de boulangerie dans cette émission au Royaume-Uni, et ça renvoie en fait aussi beaucoup à la pâtisserie familiale. Donc on va faire des scones, des cakes, etc. Alors qu'en France, quand on dit le meilleur pâtissier, on a d'ailleurs un pâtissier invité chaque semaine qui divulgue son savoir professionnel. On est dans la référence constante au modèle de la grande pâtisserie, notamment des pièces monumentales. On demande de l'originalité, de la fantaisie, et on s'éloigne du cadre de la pâtisserie quotidienne, qui est vraiment la référence au Royaume-Uni. Et donc on voit bien que à travers une trame, un modèle importé du Royaume-Uni, en France, on l'a adapté pour la fondre dans une culture gastronomique qui est vraiment la culture française, qui s'inscrit dans cette image de la pâtisserie qui est héritée depuis de longs siècles. On a malgré tout l'impression aussi que ces formats ou ces formatages de la télégénie culinaire maintiennent
malgré tout un imaginaire de la culture culinaire locale, parce que systématiquement dans ces émissions, on demande de faire les plats prototypiques du pays. Je ne sais pas si vous avez observé ça. C'est-à-dire que systématiquement, on demande de composer avec les plats emblématiques. On dit aussi quelquefois les plats totémiques, les plats iconiques, qui sont révélateurs d'une culture du pays. Comme si c'était un moyen aussi de dire, ben voilà, on va travailler avec la grammaire du quotidien, qui est celle du pays, et ce qui permettra, qui va favoriser l'identification, puisqu'on cuisine les plats emblématiques du pays. On a l'impression qu'il y a ça, et en même temps, je ne sais pas si vous avez observé dans ces émissions, il y a toujours aussi l'idée de transgressif, de revisiter les plats. Donc c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une logique de permanence, de continuité, du modèle culinaire, c'est-à-dire faire les plats qui sont constitutifs de la culture locale, et en même temps, quand vous regardez bien, que ce soit la pâtisserie ou que ce soit évidemment la grammaire culinaire dans son ensemble, on demande toujours de révisiter. Et revisiter un plat, ça veut dire évidemment avoir avec lui un rapport inscrit non plus dans la continuité, dans la permanence, mais dans la discontinuité, quelquefois dans la rupture, dans le transgressif. Il faut faire, on va prendre n'importe quoi, une tarte ou une galette, etc. Et on change complètement la modalité. Et on voit bien que ça change aussi la forme. Souvent, c'est une transgression dans la forme, à tel point que le jury s'interroge. Est-ce qu'on est encore dans la catégorie prototypique? Est-ce que c'est encore une galette ou une tarte telle qu'on l'attendait au départ? Donc c'est assez intéressant, je pense, du point de vue des cultures culinaires, puisqu'elles sont à la fois inscrites dans leur tradition, leur continuité, et en même temps impulsées dans les formes transgressives, disruptives, qui montrent qu'on peut toujours revisiter un plat, ce qui est assez malin, puisque ça permet peut-être d'hybrider avec d'autres cultures, par exemple. Mais en tout cas, c'est toujours la dimension esthétique, visuelle, qui évidemment l'emporte, puisque le plat doit être beau. Il doit être d'abord, la première dimension que vous avez systématiquement dans ces émissions, c'est est-ce que c'est beau? C'est le premier critère. Et on goûte ensuite. Mais d'abord, l'aspect visuel, qui est le résultat de toute cette télégénie globale qu'on évoque, et de toute cette... Il faut intégrer dans la télégénie la dimension de la figurabilité qu'on évoquait, c'est-à-dire de tout l'environnement qu'il y a autour du plat qui participe de la télégénie. Est-ce que tu as observé ça, toi Olivier, dans les émissions que tu as regardées au plan européen, c'est-à-dire à la fois être dans le classique et revisiter, ou jouer en gros culture locale et coloration nouvelle, transgressive, hybride, métissée par rapport à ce qu'on voit? Ouais. Oui, alors c'est en général en effet le cas, mais parce que je pense que c'est surtout très efficace d'un point de vue dramaturgique. Ça renvoie totalement au dispositif des émissions, parce que déjà si on laissait 10 personnes faire la même recette, alors parfois c'est le cas, on leur demande justement de respecter une recette à la lettre, mais si on laisse 10 personnes faire la même recette, la variété et l'originalité va être extrêmement réduite, et donc évidemment le téléspectateur risque bien de se lasser. Alors que si on demande à chacun d'apporter, de revisiter un plat, d'y apporter de la nouveauté, ça crée un suspense, parce qu'évidemment on va se demander si ça va être réussi ou raté, et ça crée surtout cette variété, et en même temps ça renvoie aussi à la logique de ces émissions qui personnalisent beaucoup la pratique de la cuisine en fonction des candidats, avec des castings très sélectionnés, et donc on demande à chacun d'imprimer sa marque, sa patte sur ce qu'il va créer, parce que c'est censé être un peu le miroir de lui-même et son moyen d'expression. Et donc ça renvoie aussi à toute cette idée d'individualisation très forte de la cuisine qui est présente dans tous ces programmes de divertissement. Est-ce que toi, Eva, justement, en analysant la télé-réalité, tu as senti ça, cette dialectique entre la permanence, la continuité et en même temps la rupture, qui fait qu'on a à la fois une approche très localisée Alors à la fois, on a la tradition d'un côté et la modernisation, c'est toujours en duo, ça fonctionne en duo pour amener aussi la rythmique, qui est très présente dans les téléréalités, pour captiver. Et la notion d'esthétique, elle est centrale. Le plat, il est beau, mais il n'est pas que beau, il est souvent sexy aussi. On a une forme d'érotisation, voire de sexualisation du plat, qu'on retrouve énormément dans la télévision française, mais aussi, je pense, européenne et américaine.
on va avoir une érotisation qui va être répétée, donc visuellement, mais aussi discursivement. Alors ça, c'est tout pays européen confondu. On va retrouver cette, cette dimension. Ouais. Toi, tu as surtout travaillé sur Moi, j'ai surtout travaillé sur Le meilleur pâtissier et Top Chef des dernières saisons. Voilà. Donc c'est vrai comme il travaille sur un format, on sait que ce format va avoir des éléments de script qui se répètent. Par exemple, un peu les aspects très profilés des types de candidats. Hein. On sait qu'on va avoir un candidat qui s'inscrit dans la veine classique, romantique, l'autre qui va être avec un profil plus disruptif, transgressif, tatoué. Par exemple, on va reconnaître tous les signes d'un comportement un petit peu décalé par rapport à la convention. Et ça, dans les différents formats européens, c'est inscrit. Hein, donc, il s'appuie aussi beaucoup sur toute la symbolique des jeux, hein, qui va être aussi récurrente dans la télégénie. Si on reprend simplement le système de Caillois, vous savez, dans le système de Caillois, il dit... le jeu a une dimension de simulacre, il a une dimension de compétition, il a une dimension de vertu. Autre chose, c'est ce qui explique que, par exemple, les programmes comme les carnets de Julie, qui ont disparu d'ailleurs, qui maintenant, Julie, elle a son propre site avec des vidéos, etc. Donc là, elle racontait le territoire. Donc il y a une idée de le territoire et les territoires. Hein. C'est-à-dire, donc, elle faisait aussi des voyages partout dans le monde où elle goûtait des spécialités, elle se baladait avec sa petite voiture rouge, etc. Voilà. Donc il y a, y compris des déclarations, des conversations entre Thierry Marx et Julie, ou Julie Andrieux, qui justement insistent sur cette volonté d'inventer autre chose, une autre forme. Mais ça ne marche pas, et sur le service public, c'est de plus en plus la portion congrue, on peut dire. Mais il faut aussi resituer ça dans une forme d'usure générale de toutes ces émissions. Hein. C'est-à-dire que dans l'ensemble, elles ont quand même, après une période de boom, on est dans une période de décroissance, peut-être que vous l'avez senti, à part justement ce développement des émissions sucrées, hein, sur lequel on peut s'interroger pourquoi maintenant ce boom des émissions sucrées, mais dans l'ensemble, il y a une diminution considérable des propositions, on peut dire, par les différentes chaînes. Je voudrais juste revenir un petit peu quand même aussi, si on regarde par rapport à l'histoire de la télévision, dans l'ensemble quand même, l'adaptation, c'est pas propre aux émissions culinaires. C'est-à-dire que si vous regardez les séries, on sait très bien que si vous faites telle scène, ça va être choquant pour les Hollandais, par exemple. Hein. Je veux dire, bon voilà. Donc, il y a des adaptations nationales. C'est le thème de l'invention des traditions qui a été abordé ce matin. Il me semble que moi, ce que j'aime, je ne sais pas vous, comment vous voyez les choses, ce que j'aime dans les documentaires, qu'on ne voit jamais dans les émissions de télé-réalité, Eva, c'est le rapport des hommes et des lieux. On prend les carnets de Julie ou d'autres émissions. Les escapades de Petit Renaud, par exemple. La télégénie passe par une forme de nomadisme. On n'est pas dans un studio, on est dans un espace, on est dans un cheminement. Alors après, avec toute la symbolique que vous pouvez imaginer du cheminement, du parcours qui se fait, alors puisqu'on est dans la télégénie, on pourrait dire d'une harmonie, d'une consistance figurale, c'est-à-dire que tout est harmonieux. Il y a une consistance figurale entre le mouvement qui progresse vers des choses, les lieux qui ont leur empreinte, à l'intérieur des lieux, des personnes vivantes, des caractères, des personnalités, et ensuite l'alchimie de la rencontre. Tous ces documents. Mais on voit bien que c'est une temporalité ralentie. La preuve, c'est qu'ils sont souvent en vélo, en barque, sur des animaux, en deux chevaux, etc. Et que c'est jamais avec des vieilles voitures. Un triporteur. Un triporteur. Dans Télématin, triporteur. Voilà. Ce qui fait qu'il y a aussi une forme de stéréotypie néostalgique. On revient à... Ce qui est une erreur, à mon avis. Parce qu'on ne voit pas pourquoi être en vélo ou je ne sais quoi nous ramène à des temps un peu anciens de la tradition. Mais on voit bien que si on fait un petit système d'opposition
En télé-réalité, on est en système fermé. En documentaire, on est en système ouvert. Il y a des dispositifs artificiels qui sont ceux du décor dans les émissions, dans la télégénie, et qui deviennent ceux du paysage. Et on pourrait sémiotiquement prolonger à l'envi, on ne va pas le faire évidemment, ces oppositions très fortes, sémiotiques, symboliques, qui montrent que c'est des logiques d'univers extrêmement différents. Alors, mais bon, est-ce qu'on s'en cette répétition, est-ce qu'elle fatigue ou pas, Eva, dans la télé-réalité alors? Juste pour revenir sur le documentaire, effectivement, on va être plus dans le rapport au produit, dans la source du produit. On va être en extérieur pour revenir à la production, à l'agriculture. Donc on va avoir un rapport beaucoup plus naturel. Les téléréalités, c'est l'enfermement, c'est la compétition. C'est deux oppositions quand même qui sont très nettes. Et en télé-réalité, on ne va pas être forcément dans la recherche du produit à sa source. On va être dans la valorisation du produit en passant par des émotions. Donc documentaire, ça va être des émotions plus sur l'histoire, sur raconter le produit, raconter les recettes, la transmission culinaire. Alors que télé-réalité, on va plus être dans le jeu, dans le divertissement. Olivier, c'est ton sentiment aussi par rapport à de ne pas sombrer dans la nostalgie du documentaire et de voir... Est-ce que tu as observé des émissions, malgré tout, qui arrivent à construire un autre rapport télégénique avec la cuisine, sorti du format de la télé-réalité? Est-ce que toi-même, tu es resté sur les émissions plutôt télé-réalité, ou est-ce que tu as appréhendé d'autres régimes de représentation qui donnerait un autre rapport au culinaire? Oui, alors moi, dans le cadre de mes recherches et dans mon ouvrage, au contraire, j'aborde toutes les émissions qui ne sont pas du divertissement, ce que j'appelle les émissions de recettes, c'est-à-dire des émissions qui apprennent à cuisiner, parce que la chose que j'aimerais quand même rappeler, c'est que tous ces divertissements dont on parle parlent de cuisine, mais pourraient parler d'à peu près tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, on le voit, les adaptations ont existé sur la peinture, sur la couture, peut-être bientôt sur le jardinage. Enfin bon, ça pourrait être décliné sur absolument tous les domaines, parce que ce qui prime, c'est le dispositif de divertissement et de compétition, et la cuisine est en quelque sorte un prétexte, et c'est une activité particulièrement fédératrice, d'où l'engouement, à mon avis, pour le sucré, qui est vraiment le plus fédérateur, le plus gourmand, et c'est aussi quelque chose qui fonctionne extrêmement bien pour les enfants. Le meilleur pâtissier fait d'excellentes audiences auprès des enfants, et je pense que c'est aussi pour ça, se réorienter vers cette cible, que ces émissions parlent beaucoup de sucre. Et donc, pour ce qui est des autres régimes de représentation de la cuisine, alors en effet, pour parler de transmission des recettes et pour présenter des recettes, il existe donc ce modèle de la leçon, le modèle de la démonstration, comme on l'a déjà abordé. Il existe le thème du terroir façon documentaire, comme on l'a aussi abordé. Et là, en quelques mots, c'est le registre de la cuisine du terroir et d'un peu de cette immersion au sein des terroirs. C'est quelque chose qui est très ancien. Les premières émissions de ce type datent de la fin des années 60 à la télévision, et c'est aussi parce que ça vient avec le développement des télévisions régionales et des télévisions locales. C'est-à-dire que pour parler d'une région, finalement, quel meilleur vecteur que la cuisine, qui là aussi est quelque chose d'assez fédérateur, qui permet de dresser une véritable carte postale d'une région, parce que par la cuisine, en effet, on s'intéresse aux hommes, on s'intéresse aux paysages, on s'intéresse aux produits, et donc finalement, on va faire le tour d'une région par sa cuisine, ce qui est une porte d'entrée assez alléchante, sans mauvais jeu de mots. Et donc voilà, le terroir, on l'a vu très souvent aussi en France, mais c'est vrai qu'on peut trouver d'autres modes de représentation de la cuisine, et je pense là à des émissions britanniques où en effet le genre est un tout petit peu différent et s'éloigne du modèle pur de la démonstration qu'on a en France, où on a vraiment une émission de plateau, où on sait qu'on n'est pas dans une vraie cuisine, on sait que c'est complètement artificiel. Au Royaume-Uni, on va avoir, donc c'était le cas notamment des émissions de Jamie Oliver, qui ont vraiment, on pourrait dire, révolutionné le genre au Royaume-Uni, où la grande nouveauté, c'est que c'était un jeune londonien urbain qui se filmait dans son appartement en train de préparer à manger pour ses amis, et à la fin de l'émission, on voit ses amis sonner à la porte et manger avec lui. Et donc on a vraiment l'impression qu'on rentre dans son intimité, sa cuisine est vraiment empreinte de son mode de vie. Donc au-delà de la seule transmission de la recette, l'émission, elle présente tout un univers, un mode de vie, et donc s'installe un dialogue avec la personne qui incarne la cuisine. Et là, en fait, moi, je trouve que ce sont
des émissions qui se rapprochent de ce qu'on pourrait attendre d'un bon livre de cuisine, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas un mode d'emploi très technique et pédagogique, mais que quand on feuillette un livre, par les illustrations, par les commentaires de l'auteur, on va rentrer dans un univers culinaire, et qui va donc permettre ensuite de s'approprier les recettes et d'entrer en dialogue avec un univers qui n'est pas le sien et de pouvoir s'approprier d'autres modes de cuisiner. Mais je constate sans cesse que, en effet, cette façon de représenter la cuisine ne s'est pas imposée en France, ne s'est pas développée, et qu'on en est resté un peu cette impasse entre les démonstrations, la région ou le divertissement, sans trouver une voie qui permette de parler de cuisine sur un registre plus intimiste et qui permette en même temps d'apprendre véritablement à cuisiner. Oui, tu évoques une télégénie du divertissement. On peut tenter de revenir au terme de dramatisation qui, étymologiquement, je le rappelle, renvoie à la dynamique de l'action, mais renvoie aussi au drame et à la dramaturgie et au tragique quelquefois de la cuisine. Je trouve qu'il y a aussi une correspondance entre cette modalité de télégénie et la pression sociale. On a souvent reproché à ces émissions de télé-réalité d'être évidemment dans une construction télégénique, tu l'as dit, dans le rythme, etc., mais d'y ajouter toujours le stress et la pression. Ce qu'on appelle évidemment quelquefois le risque commensal, le risque de la commensalité. Et qu'on va retrouver finalement ce qui donne. En plus, on voit bien qu'on a deux régimes de représentation, un qui aboutit à l'appréciation, c'est le mode documentaire. Je vais dans des lieux, je rencontre des gens, j'échange avec eux. Là, on est sur la modalité appréciative. Et ces émissions de télé-réalité qui vont vers l'appréciation judicative, c'est-à-dire la sanction et l'excommunication. À un moment donné, la sanction tombe. Et à la fin, il n'en reste qu'un, il n'en reste qu'une. Donc, le danger, et on a reproché quelquefois sociologiquement, c'est que derrière ce vernis télégénique, il y a aussi toute une idéologie, si vous voulez, de l'excommunication, de la pression, de la sanction, du jugement, ce qui fait que quand je reçois mes amis à la télévision, bien sûr, je ne suis pas dans la fictionnalisation de la télé-réalité, je reçois des amis, ils viennent chez moi, mais je vais leur faire un petit plat, etc. Mais je me dis, ils ont en tête quand même des choses qu'ils ont vues à la télé, des choses qu'ils ont entendues. Et donc, moi, je vais avoir finalement une obligation de performance, de réussite, et ça, on sait que ça augmente considérablement la pression et le risque commensal, c'est-à-dire au lieu de faire de la cuisine qui va être dans la générosité, dans le partage, etc., on est dans la cuisine de la performativité qui, elle, doit donner des gages de réussite. Le plat doit être réussi. Voilà, donc vous voyez ça. Et ça, les formats télévisés infusent dans cette pression sociale et dans ce risque commensal qui est véritablement augmenté. Donc, alors que si on mettait davantage l'accent sur le documentaire, d'abord on aurait une approche peut-être plus culturalisée, plus ouverte à l'altéralité. Est-ce que documentaire est le bon mot? Vas-y, Evelyne. Je m'interroge tout de même là-dessus. C'est-à-dire que c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt un récit sur les paysages visités, sur les cuisines qu'on rencontre, sur les restaurants avec les personnages sympathiques, etc. C'est pas véritablement documentaire, à mon sens. Voilà. Donc il y aurait peut-être un terme à trouver. On n'est pas non plus dans un magazine, c'est encore c'est un format non, mais on est dans une sorte de récit d'appel à l'imaginaire aussi, d'appel au voyage, tout ce genre de choses autour des plats. Alors si on tire le fil, parce que l'heure passe toujours vite quand on fait ces ateliers, ces réunions plénières, on a le sentiment que si on élargit encore l'aspect télégénique, il y a la télé-réalité, il y a d'autres espaces où on donne d'autres représentations de la télégénie culinaire. Il me semble aussi que de plus en plus, grâce au développement des médias sociaux, des réseaux sociaux, des applis, etc., de tout ce qu'on appelle cette culture digitale, numérique, l'individu reprend ses droits et qu'au fond, c'est lui qui produit la télégénie. Alors, ça donne des effets pervers qu'on définit sur le mode du food porn, c'est-à-dire qu'on passe son temps à photographier ce qu'on mange. Le food porn,
évidemment l'emphase, l'exagération, le sur-régime de l'exposition médiatique de cet aspect télégénique. Alors c'est la télégénie d'un plat, c'est la télégénie d'une préparation, c'est la télégénie d'un moment convivial, en selfie. Hein, on est à table, etc. À telle enseigne, vous le savez que certains restaurateurs aussi interdisent ça, ils disent on a ras-le-bol. Hein. Je vois les gens qui passent leur temps à photographier, parce qu'en dehors de photographier, etc., ils ont des interactions qui peuvent être bruyantes. Ils rigolent, etc. Et ça perturbe, on n'est plus dans le même régime non plus de partage. Donc, mais ça, finalement... Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, c'est une autre question. Mais quoi qu'il en soit, il semble qu'on ait débrayé de l'espace télévisuel et que le sujet, le mangeur, le citoyen, l'individu, comme on veut, on peut lui donner évidemment les différentes étiquettes, reprend la main et finalement se dit, ben moi, la mise en visibilité de la cuisine, c'est moi qui vais la prendre en charge, notamment sur un mode assez égotiste, puisque ce que je vais d'abord photographier abondamment, c'est moi et c'est ce que je fais. Comment vous réagissez, Evelyne, comment tu sens les choses par rapport à cette réappropriation? Est-ce que tu le vois? On passe sur un autre registre qui est sur celui de la réception, finalement, hein, sur celui de la réception de ces émissions. En même temps, alors télégénie, alors c'est comme le selfie, enfin c'est le selfie démultiplié. Hein. Donc moi, je le verrai pas exactement comme ça, mais je trouve c'est intéressant d'analyser ça de ce point de vue-là. Il y a aussi d'autres effets. On pourrait aussi parler de la réception, par exemple, tout ce qu'on dit sur le fait que les gens ont faim quand ils ont beaucoup regardé ces émissions. Il y a eu même des consignes des ministères, des organismes internationaux, etc., justement sur le fait que ces programmes alimentent finalement l'obésité. Hein. Donc il y a un certain nombre de dimensions, on peut dire, de la réception de ces programmes. Alors je voudrais juste ajouter, d'une part aussi, que la question du photogénique, elle se situe aussi dans un espèce d'engouement général pour le design. Hein, pour le design, pour l'esthétique du design, etc. Donc il faut aussi le remettre là-dedans. Et puis, il y a une autre idée qui m'échappe, qui va me revenir. Alors peut-être que ça change la télégénie malgré tout, parce que le fait que les gens filment ou photographient eux-mêmes ce qu'ils mangent, ce qu'ils préparent, ça produit deux choses à mon avis. Ça produit à la fois des images en termes de télégénie brute, c'est-à-dire on arrête avec la sophistication culinaire, voilà ce que je fais, et de façon déculpabilisée, décomplexée, grand terme à la mode, la décomplexion, décomplexée. Je voudrais quand même ajouter quelque chose aussi. Dans les critères qu'a édicté Cyril Lignac, comment il juge les plats, hein, comment il juge les plats et comment il juge en particulier les pâtisseries. Il juge premièrement la visibilité. Alors, est-ce que visibilité et photogénie, c'est la même chose? Je pose la question. Hein. Ensuite, la deuxième chose, c'est la texture des plats, et la troisième, c'est le goût. Hein. Donc il y a ces trois mots qui sont accrochés aussi à la définition. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça la télégénie, hein? C'est ça qui passe. La télégénie, ce serait l'image qui mange le goût. Voilà. C'est pas loin de ta formule ce matin. Voilà. Mais comme je suis un bon communicant, je te la repompe. Je reprends l'image qui mange le goût, c'est-à-dire, voilà, c'est déjà... oui, en même temps, c'est pas complètement illogique, hein, puisque... Peut-être aussi un déplacement vis-à-vis justement de ces questions d'obésité, etc. C'est-à-dire, si on fait que les gens ne s'intéressent pas simplement à ce qu'ils mangent, mais ils s'intéressent aussi à ce qu'ils voient. Et dans ce qu'ils voient, justement, pour revenir à cette idée de tout cet écosystème digital, les applis, les blogs, regardez les gens comme ils créent de plus en plus leurs blogs, les sites internet, bon, tout cet écosystème digital. Donc, comme je le disais, on voit bien que soit ça profite à la transparence et à une forme de naturalité de la prise, on prend la photo ou on prend l'image
sans aucun artifice, sans aucune sophistication. C'est une modalité. Et il y a une modalité différente qui parcourt l'Europe, qui est dans tous les pays, qui est commune. On voit bien, je vais beaucoup, moi, par exemple, je m'intéresse beaucoup à la façon dont les gens restituent leur expérience. Ils sont allés à la Cité des Vins à Bordeaux. C'est vraiment intéressant de voir comment ils vont donner le récit de leur expérience. Hein. Donc, j'ai communiqué il n'y a pas longtemps sur cette question-là, et je montrais comment, à travers Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube, etc., les gens... finalement, mettent en image, scénarisent leur expérience. Hein. Et là, on voit bien qu'il y a deux modalités. Il y a la scénarisation, il y a l'absence de scénarisation, c'est-à-dire je vous fais une restitution brute de l'expérience, et en même temps, il y a ceux qui reprennent les codes vus à la télévision, vus au cinéma, parce qu'on pourrait montrer aussi tout cet espace qui s'est développé autour de l'aspect plus cinématographique on n'a pas intégré par exemple toute la culture cinématographique qui peut jouer aussi sur l'aspect télégénique mais on est moins dans le culinaire que dans la représentation alimentaire globale. On n'est plus vraiment dans la cuisine, encore que hein, il y a quand même quelques films emblématiques à ce niveau-là. Donc ça peut être intéressant. Donc est-ce que vous ressentez ça aussi? Alors bon, Eva, je vois que tu veux intervenir je pensais notamment à l'aspect publicitaire aussi. Les publicités, je pense que c'est un peu la base de la réception entre le public et la cuisine qu'on peut avoir au niveau télégénique. On va avoir une cuisine, comme je disais tout à l'heure, sexualisée. On va vendre un produit de manière à le rendre sexy. Je pense notamment aux glaces extrêmes, jusqu'au bout extrême. On voit la femme qui a une sensualité, une proximité avec un cône glacé. On arrive à raconter une histoire pour vendre un produit. Et cette narrativité publicitaire, on la retrouve donc dans les téléréalités et aussi dans les documentaires. Tu veux dire que si on prend la dimension esthétique, elle-même, elle est genrée. Il y a des formes qui sont ciblées vers les femmes, d'autres vers les hommes. Il y a une esthétique féminine dans la cuisine qui est omniprésente. Est-ce qu'on peut avoir des exemples sans poser de colle? Alors les exemples très concrets, par exemple, je vais prendre vraiment un exemple concret. Top Chef, une des candidates qui s'appelait Tara dans la saison dernière, alors bien prendre en compte la part de la production médiatique. La télé-réalité, c'est d'abord la production médiatique, c'est le regard de la production médiatique donné au public. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les candidats vont s'exprimer, les jurys vont s'exprimer, mais ça passe par le canal, qui est le média, donc par un montage. Donc ça, c'est très important de prendre en compte le montage avant de prendre en compte le discours des acteurs ou des actrices. Donc Tara, qui était une candidate, elle se présente comme chef consultante aux quatre coins du monde. Et en même temps, production médiatique, à côté, on va avoir des plans caméra où on la voit se maquiller devant un miroir. Donc on sort un petit peu de la cuisine, mais bon, on reste quand même aux alentours. On a la présentation d'une femme qui est chef. Se maquille, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'elle reste féminine, c'est ça ou... C'est ça. Elle est en train de faire une présentation d'elle en expliquant qu'elle est chef, elle est très jeune, et à côté, on va avoir des plans caméra où on la voit se maquiller dans un miroir. Alors, toute la question justement du genre dans les émissions culinaires, mais aussi dans la publicité. Pourquoi on en vient à créer des émissions où on met en place des discours genrés, alors qu'on parle de cuisine, on parle d'aliments, d'alimentation et de goût. Alors tout ce que tu dis montre que quand on parle de télégénie culinaire, on ne peut pas rester figé sur le plat lui-même ou la recette elle-même. Il faut tenir compte d'un espace, d'un environnement. Et que la télégénie, c'est le plat ou la recette dans un environnement global qui peut être celui d'une cuisine, celui d'un plateau, celui d'un paysage, celui d'une séquence du quotidien, celui d'un repas gargantuesque, etc. On est obligé de prendre toutes ces dimensions amplifiées en quelque sorte. On va être dans des représentations collectives, représentations collectives culturelles, culinaires qui sont partagées par tous, donc qui vont passer par le biais de stéréotypes. Plus ou moins négatifs, positifs, après ça... Donc là on voit qu'on revient finalement au primat du visuel, hein, c'est ça, mais... Et en même temps, j'espère qu'on a été clair sur cette dimension esthétique, hein, qui ne renvoie pas uniquement l'esthétisation culinaire et le fait qu'un plat soit beau, c'est une dimension de l'esthétique. Mais l'esthétique, c'est d'abord la forme. Est-ce que ce n'est pas finalement une bonne chose qu'on soit attentif au goût,
aux saveurs, mais qu'on soit déjà, ça participe un peu de la phénoménalité, qu'on soit attentif à la forme. C'est-à-dire qu'on considère, on ait une attention pour le plat, pour l'environnement, parce qu'on pourrait imaginer dans la télégénie, bon plat, savoureux, mais très mauvais environnement. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas. Des fois, il y a mauvais plat, mauvais environnement. Un coup, j'avais écrit sur la nourriture des hauts plateaux. La nourriture des hauts plateaux, c'est quand on est en avion. Et là, je peux vous dire qu'il y a des sites internet où on voit uniquement la télégénie, mais ironique, sarcastique, des plateaux, repas, dans les compagnies aériennes. C'est toujours une catastrophe, avec une très belle grammaire quand ça arrive, c'est super bien rangé, et dès que vous bougez un objet, vous décomposez la structure, vous avez vu, on ne sait pas où ranger, dès qu'on a sorti un élément, un plat qu'on a bougé, on est comme ça, et on ne sait plus, évidemment, où le replacer, et donc la télégénie du plat, elle est vite détruite, hein, elle est vite déconstruite, mais ça c'est un cas extrême. Mais qu'est-ce que vous pensez? Je pense que toi qui as fait le numéro sur l'artification, Evelyne, avec Julia, est-ce que c'est une bonne chose finalement d'être attentif à la forme, mais je dis bien encore la forme, pas rabattue uniquement sur le plat, sur la forme générale de l'environnement du plat aussi, qui participe de cette télégénie. Il y a des cuisines aussi qui sont largement basées de tout temps sur justement la question de la forme. Par exemple, la cuisine chinoise, c'est quand même une cuisine où le découpage, etc., est extrêmement important. Hein, donc c'est en même temps, on n'est pas en train d'inventer la Lune. Hein. Toi, quand vous aviez parlé ce terme, je ne sais pas s'il est clair pour tout le monde, d'artification, tu allais quand même dans le sens d'une esthétisation qui allait vers un geste artistique, l'artification, ou est-ce que l'artification, c'était une notion plus large, c'est-à-dire de donner une forme, simplement? C'est une notion plus large qui, ça c'est ce qu'a montré Nathalie Henich, hein, c'est-à-dire c'est la différence entre un objet patrimonialisé et un objet artifié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où justement il y a de l'artification, il y a de la mise en valeur, il y a de la mise en art, etc., on rentre dans un processus qui diverge justement de celui qui constitue une tradition, etc. Hein. Donc l'artification, c'est un processus de transformation en art, hein, d'une pratique culturelle, et ça colle très bien justement avec la cuisine, avec le culinaire, hein, précisément, puisque c'est une pratique culinaire et une pratique culinaire qu'on peut décomposer en un ensemble de choses. Il y a la façon de faire, il y a les produits utilisés, les beaux produits. Maintenant, le beau et le sain sont collés l'un à l'autre. Hein. Voilà, donc il y a un ensemble de qualités, on peut dire, qui font qu'un produit devient artifié. Et je pense que c'est vraiment le terme qui convient au culinaire. Bien. Et pas à la cuisine ordinaire, quand même. Vous vouliez rajouter par rapport à... Sinon, on va arriver ensuite aux questions du public, mais... Non, mais sur la question plus générale, est-ce que c'est bien ou pas de s'attacher à la forme? Je pense qu'il faut simplement se rappeler pourquoi sont créées ces images. Et en fait, finalement, évidemment, c'est pour donner du plaisir à celui qui les regarde, éventuellement l'inviter à faire de la cuisine, etc. Donc dans ces cas-là, bien sûr que, a priori, on va se dire que c'est bien de soigner la forme parce que ça va susciter du plaisir chez la personne qui regarde l'image. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, quand on regarde par exemple des émissions comme celle de Maïté, donc aujourd'hui qui sont moquées pour plein d'aspects, mais un des aspects qu'on voit, c'est que ce qu'il y a dans l'assiette, finalement, nous, aujourd'hui, tel que c'est filmé, tel que c'est mis en valeur, ça ne donne absolument pas envie. Donc, à moins d'adopter un point de vue ironique sur l'image, on a évidemment bien du mal à considérer ça appétissant. Et le but d'une médiatisation du culinaire, c'est de rendre appétissant, de susciter l'appétit, de susciter l'envie, soit de manger, soit de cuisiner, soit de reproduire la situation. Et dans ces cas-là, bien sûr, on va esthétiser l'acte culinaire parce que si on veut soi-même se mettre à cuisiner, il faut avoir envie de le faire. Et donc, qu'on nous renvoie une image enviable de l'acte en lui-même. Et donc, de ce point de vue-là,
évidemment qu'il faut s'attacher du coup à la forme et sur tout ce qui est aussi stéréotypes, etc. qu'on évoquait. Donc bien évidemment que le nombre de ces émissions participe à perpétuer des stéréotypes, mais comme avec l'exemple que j'ai évoqué sur le meilleur pâtissier anglais ou comme on le voit même sur le meilleur pâtissier français, on voit en même temps, même si en général ça paraît outré, et d'autant plus à nous qui avons l'habitude de déconstruire des représentations, donc évidemment ça nous paraît souvent tomber sur des grosses ficelles, mais on voit aussi que par la diversité des personnes qui sont représentées, que l'on voit faire de la pâtisserie qui est plutôt associée à une activité familiale et féminine, quand on voit un grand nombre de personnes affirmer le plaisir qu'ils ont à faire de la pâtisserie, je pense que ça peut aussi favoriser une certaine démocratisation de l'activité et justement susciter l'envie de faire de la pâtisserie chez peut-être un plus grand nombre. Evelyne, non. Oui, juste pour ajouter, sur la pâtisserie, justement, c'est Lignac qui avait mis en vente les gâteaux dans une pâtisserie du Faubourg Saint-Denis. Et si elles étaient toutes vendues, c'était aussi un signe que ça passait. Et pour rebondir par rapport à l'exemple que tu donnais sur le patrimoine et Maïté et Micheline dans les années 80 en fait qui donne pas tellement envie quand elle tue un canard, on est complètement dégoûté, surtout avec nos sensibilités actuelles. C'est justement, c'est un moment, les années 80, c'est des années tout patrimoine, tout patrimoine. Donc c'est autre chose qu'on veut montrer. C'est pas le bon produit, c'est pas l'esthétique du produit, etc. C'est nous renouons avec nos traditions, avec la France, la vraie France, etc. Bien, il est déjà 18h10, alors peut-être les questions, quand je vois qu'on s'approche avec les micros, c'est le signe. Voilà. Bonsoir, Jean-Claude Beaumont, je suis consultant en stratégie. Je voulais juste revenir sur le moment où vous évoquiez le sujet télévisuel et la télégénie de la gastronomie sur le champ de la télévision. Je souhaitais juste nuancer un peu votre propos sur une attractivité qui serait en déclin par rapport à des formats hors mode télé-réalité et puis sur cette prédominance du néostalgique, parce qu'il y a on voit qu'il y a quand même des programmes comme Chef's Table, comme Fuck That Delicious sur Vice Media, voire même À pleines dents qui a été produit par Arte avec Gérard Depardieu sur des formats extrêmement écrits où la dimension visuelle est très forte et qui sont des formats qui cartonnent en termes d'audience à leur humble niveau, évidemment, on n'est pas sur du mass média complet. Mais on n'a malheureusement pas évoqué cette recrudescence de programmes, le simple fait que sur Netflix, la thématique cuisine culinaire est l'une des plus visitées, témoigne d'une importance de la télégénie gastronomique. Il me semble que ça renvoie aussi, parce que là on était centré sur l'Europe, mais ça renvoie quand même évidemment au modèle des États-Unis, où là pour le coup les programmes culinaires jouissent d'une variété et d'une popularité qui est absolument sans égale par rapport à ce qu'on a ici en Europe, hormis les quelques marques qu'on a citées, où aux États-Unis Food Network est extrêmement regardé. Et on voit bien que le format de Netflix, de Final Table, c'est quand même une adaptation de plus avec ses spécificités de ce mode de la compétition qu'on a largement abordé. Alors après, évidemment, on n'a pas parlé de tout ce qui est la foodiculture et donc tous ces programmes-là, type Vice, Gérard Depardieu, etc., qui s'adaptent à des modes de narration différents, à des intérêts différents, et qui. Mais en effet, si on regarde en tout cas en termes de volume sur les médias généralistes, les télévisions, par rapport à ce qu'on avait atteint au milieu des années 2000, c'est en simple terme de volumétrie, et sur ces chaînes nationales, il y a en effet un recul extrêmement net qui vient probablement d'une saturation. Mais évidemment, le sujet n'est pas épuisé et ne le sera, on espère, ne le sera jamais. Juste un point complémentaire pour voir comment vous réagissez à ça, mais on évoquait tout à l'heure les racines de la télévision culinaire avec Raymond Oliver, et on était beaucoup sur la recette et le geste. Et aujourd'hui, il y a une recrudescence de programmes qui sont beaucoup plus centrés sur les personnalités, les visages, leur parcours, où finalement on parle de la gastronomie, mais beaucoup plus de ceux qui la font, et notamment sur le programme Chef's Table, où on est sur une espèce de mise en avant d'un visage, d'un parcours, Comment est-ce que vous percevez cette évolution du mode de traitement de la cuisine et de ses acteurs ?
Enfin, en un mot, et après je passe la parole, je pense que c'est vraiment l'apothéose de cette artification du culinaire dont on parlait, parce que c'est vraiment le cuisinier en artiste, quoi. Mais, c'est la starisation, c'est les phénomènes depuis les années 2000, et même avant, de starisation qui se développent avec la biographie exemplaire. C'est une sorte de héros, le chef. Hein. Donc c'est une sorte de héros qui communique un ensemble de valeurs aussi. Moi, ça on l'a pas abordé, mais il y a quand même aussi tout un discours très moral. Hein. Tu as bien fait, là tu aurais pu mieux faire, tu n'as pas pris en compte ça. Il y a toute cette dimension. Il y a peut-être aussi le processus d'identification. Aujourd'hui, on est beaucoup dans un système de s'identifier aux personnages qu'on a en face de nous, par les stéréotypes, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi par l'environnement. Et le fait d'avoir des transmissions de discours qui vont être populaires, on va pouvoir s'identifier. Donc ça fonctionne aussi énormément. Donc peut-être que le décalage de l'aliment vers la personne, il est là. Il est sur l'identification, je pense. Je pense aussi que la scène alternative de la scène médiatique, ce sont les blogs. Et ce qui est très net quand vous regardez les blogs, c'est la conjonction. Tout pays confondu, on pourrait regarder, c'est que la grosse différence, c'est que les blogs font systématiquement la conjonction entre la forme culinaire et la forme de vie. Et ça intéresse beaucoup les sociologues, les anthropologues. Donc, c'est quoi la relation? Ils montrent qu'il y a une ligne de tension logique, d'une certaine manière, naturelle, qui se constitue entre la forme culinaire et la forme de vie. La preuve, c'est que vous voyez les gens vous expliquer leur goût culinaire, leurs recettes, leurs techniques culinaires, bricoler. Hein. Vous savez qu'on distingue toujours la logique du bricolage depuis Lévi-Strauss de celle de l'ingénieur. L'ingénieur, lui, il est dans la logique de programmation. Le bricoleur, il est dans celle de l'ajustement. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Parce que sur les blogs, on ajuste en permanence. On bricole. Ah bon, j'ai raté, j'ai fait ça. Mais là, on est dans le mode décomplexé. Or, quand vous êtes sur cette modalité du bricoleur et non pas de l'ingénieur, de l'ajustement et non pas de la programmation, souvent, la forme culinaire s'ajuste aussi à une forme de vie, et donc le blogueur, la blogueuse, vous montre qu'au-delà de la cuisine, il aime lire, il voyage, ses enfants, son chat, etc. Tout ce qu'on appelle les colorations modales, les modalités de la forme de vie. Par quoi la forme de vie transpire, s'exprime. Et ça entre dans une forme de télégénie beaucoup plus triviale, au bon sens du terme, c'est-à-dire beaucoup plus proche du quotidien, et non plus spectacularisé. Donc pour moi, c'est la vraie scène alternative. En fait, quand on regarde bien, ça devient une autre forme de cinéma. Parce que cette forme qui se veut naturelle, décomplexée, elle-même emprunte des codes. C'est toujours des codes, de toute façon, du décomplexé. Donc, parce qu'à la limite, on s'en fiche de voir le chat, les livres. Si on vient pour un... Donc, c'est la présupposition très égotiste, là encore, très postmoderne dans l'air du temps, que, au-delà de la forme culinaire que je propose, ma forme de vie va pouvoir s'exposer aussi. C'est l'exposition... Alors là, on est aussi dans une espèce de pornographie du sens, puisque je m'expose dans mon entièreté de mes goûts au-delà du culinaire. Vous voyez, regardez les endroits que j'aime, mes vacances, etc. En limite, c'est totalement impudique. Bon. Mais ce qu'on expose, c'est la forme de vie. Et ça, les émissions n'ont pas le temps de le faire. Elles sont pas dans cette temporalité-là. Donc ça participe d'une autre forme de télégénie, de la proximité, de la naturalité, de la transparence, etc. Gérard. Alors Gérard, si on le prive de micro... Non. Ah, moi j'ai le matériel. J'ai plus le libre arbitre de... Oh, je suis désolé. Bon. Alain Franck, ancien restaurateur, conserveur et formateur. Je suis originaire de Bourgogne. Je voulais simplement faire une petite réflexion et savoir ce que vous en pensez. Je considère que la gastronomie utilise les 5 sens. C'est d'ailleurs une des rares activités humaines à utiliser les 5 sens. Or, au travers de toutes ces émissions de télévision, et je vous remercie de m'avoir rappelé l'émission de Raymond Oliver, que je suivais toujours avec beaucoup d'attention, ça ne me rajeunit pas. On s'aperçoit qu'au travers de ces émissions de télévision, on n'utilise que 2 sens, et qui ne sont pas forcément les plus utiles, puisque c'est la vue et l'ouïe.
Les trois autres, le toucher, le goût et l'odorat, sont constamment absents, et pour l'instant, à moins que les technologies évoluent. Il y a donc une frustration. Moi, personnellement, je ne regarde pas ces émissions de télé-réalité, parce que vous m'avez expliqué, d'ailleurs, vous m'avez donné les raisons pour lesquelles je n'aimais pas ça. J'aime bien regarder Julie, j'aimais bien regarder, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'est l'Autrichienne qui se baladait avec sa Volkswagen. Sarah Wiener, voilà, merci, et etc. Mais il manquait toujours ce côté odorat et goût, qui sont quand même les deux éléments fondateurs de la gastronomie. Et j'en ai pour preuve, vous l'avez signalé, ça m'a donné cette idée. Mon fils qui un jour me montre une photo d'un plat qu'il avait mangé au restaurant, dans un restaurant, et qui me dit regarde ce que j'ai mangé, et en même temps qu'il m'allume et qu'il me montre la photo, il me dit oh, c'est dommage, ça rend pas bien. Alors que je lui dis mais si ta photo est très réussie, il me dit non. Ben, je dis c'est parce qu'il manque le goût et l'odorat. Tout simplement. Donc, tant qu'on n'aura pas une évolution technologique qui nous permettra d'avoir le goût, l'odorat, et de n'avoir que la vue et l'ouïe, eh ben, je pense qu'on aura beau paraphraser, on ne sera jamais satisfait de ce type d'émission. Qu'en pensez-vous? Vous avez écrit là-dessus. Oui, Jean-Jacques Cousteau a écrit quelque chose justement sur la question de l'odorat à travers l'image. À travers l'image. Oui, en fait, bon, d'abord on a parlé des 5 sens. Vous savez que chez Brillat-Savarin, il y a un 6e sens. Hein. Quel sens génésique? G-N-E-S-I-Q-E. C'est le sens de la sensualité, de l'attractivité, de l'attraction sensuelle et sexuelle. C'est-à-dire que quand on mange, il se passe aussi, ça pourrait intéresser aussi Eva, sur les sous-bassements des rapports stéréotypés, clivés entre hommes et femmes. Manger, c'est aussi une sensualité qui éveille un 6e sens. C'est d'ailleurs comme ça, je pense, qu'il comble l'odorat et le goût. C'est par l'éveil justement de la sensualité à travers les plats. On va désirer un plat juste par le regard. Et puis, on n'a pas le temps évidemment de trop développer, mais par rapport à ce que vous dites, c'est vrai. D'un point de vue formel, on voit et on entend, mais vous savez que Merleau-Ponty le disait, d'un point de vue phénoménologique, la synesthésie, c'est la règle. C'est-à-dire que malgré tout à la télévision, vous avez une sensation haptique, de toucher visuel. Par exemple, il y a des choses qui se rapprochent, qui s'éloignent, il y a des choses qui sont chaudes ou froides. Et donc, par le jeu de la synesthésie, c'est-à-dire de l'embrayage des sens, même ceux qui ne sont pas là arrivent à être convoqués. Donc ça veut dire que même à défaut de pouvoir toucher les choses, le cerveau est ainsi fait que par les correspondances sensorielles, en regardant, il a la sensation de toucher. Dans le design, on travaille beaucoup là-dessus. Hein. Les gens qui travaillent sur les marques, ils donnent cette sensation du toucher rien qu'à regarder. C'est excellent pour le régime. Oui, c'est excellent si on pouvait en rester là, mais malheureusement, voilà. Et puis, simplement, ce à quoi fait allusion Evelyne, c'est les travaux qu'on a essayé de mener avec des chefs, et puis de façon sémiotique, comment rendre figurative ou figurable la saveur. Et ça interroge beaucoup les chefs qui se disent, ben moi, je veux figurer des saveurs fortes, douces, etc. Donc comment, par des propriétés visuelles, je peux préfigurer le goût et les saveurs. Et ça, il y a des techniques par les couleurs, par les textures, par les positions des éléments, à gauche, à droite, en haut, à bas, en bas. Par exemple, on peut lui dire simplement, en allant de gauche vers la droite, tu vas aller du plus tempéré au plus soutenu. Et ça, c'est par exemple simplement en analysant. Donc ça intéresse certains chefs de dire comment je peux préfigurer ce qu'on va évidemment ressentir, et goûter et percevoir comme saveur, rien qu'avec la sollicitation visuelle. C'est un peu subtil, mais c'est important. Évidemment, en publicité, c'est phénoménal de suggérer ça. Par exemple, bon, voilà, on va pas... Peut-être juste pour rajouter un mot, c'est exactement pour ça que l'on parle d'ailleurs de food porn. Hein. Pour moi, c'est pas tant un terme quantitatif sur le nombre d'images qui circulent que sur la capacité des images, voilà, à l'image de la pornographie qu'on connaît, de vouloir créer, susciter cette sensualité par un certain mode de traitement de l'image, et donc susciter les sens qui ne sont pas directement sollicités par l'image. Enfin, voilà. Gérard, alors, ou je sais plus, par rapport... Ce monsieur, c'est toi, Gérard Cagna. Voilà. Chef. C'est un chef. Oui, j'ai suivi avec attention tous les mots qui ont été
Il veut bien le micro. Oui, pardon, je crois que je te parlais comme tout à l'heure, off record. Oui, j'ai noté bien tous les mots, c'est important les mots. Il y a vraiment une dramaturgie dans ces émissions qui amène à la douleur, souvent. Parce que j'ai noté, d'abord, d'autorité, d'emblée, c'est une performance, c'est une pression, ça devient... La pression, c'est parfait. Tu montes au filet, tu fais un lob, ça s'appelle la bonne pression. Par contre, là, tu es dans le stress. Tu n'es pas dans la pression. La pression amène la performance. Le stress tétanise les muscles. Donc, on est là-dedans. Et très vite, on est dans les larmes. C'est bien quand il y a des larmes. C'est fabuleux. Le chef, après, il fait le malheureux. Bon, je ne regarde pas beaucoup, mais de temps en temps, d'abord, je lis beaucoup ce qu'on dit comme vous le faites. Mais à chaque fois, il y a le mot douleur qui revient. Tu as dit, toi aussi, c'est peut-être ton côté judicateur. Tu as exprimé le mot judication, excommunication. Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, après je coupe, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, la cuisine, elle n'est pas nécessairement gourmande. Elle est plutôt, pour moi, artistique et pixelisée. C'est-à-dire que le plat, d'abord le chef fait un plat unique, le chef est un plat signature, il faut que son plat soit unique. C'est un tableau qui doit être photographié. Et donc il est artistique, artification, avec mon ami Julia Sago, on en a beaucoup parlé, et il est pixelisé. Parce qu'il faut qu'il soit très vite éventuellement sur Instagram, etc. etc. Donc on est dans cette comment dire, presque dictature de l'image. Dictature, c'est une forme de dictature qui est très, à mon avis, et je ne veux pas jouer les vieux cons, qui est assez malsaine, psychologiquement assez malsaine. Mais c'est pas moi qui va refaire le monde. L'avantage des émissions qui sont mises en boîte, et vous avez raison Eva, il y a le ciseau. Il y a le ciseau parce qu'on ne va pas couper le gars quand il fait un gros sourire, on va laisser passer l'image où la fille commence à larmoyer un peu. Parce que le ciseau, c'est énorme. Hein. Les ciseaux, c'est aussi l'excommunication et la judication. Et l'excommunication, éventuellement. Donc on est dans un monde très marrant, parce que ça paraît un monde heureux, c'est un monde de papier glacé, d'images, de story, de storytelling. Et puis, on oublie un peu... On a moqué ce grand monsieur qui était, gentiment, vous avez moqué Catherine Langeais et Raymond Oliver, mais moi je suis tombé dessus par hasard le jour parce que j'intervenais à l'université de l'évolution des années 53 avec 50 000 postes de télévision. 50 000 postes de télévision. Et l'artistification d'aujourd'hui. Et alors j'ai donc regardé un peu l'INA comme ça, mais c'était pas si nul que ça, parce que il y avait, c'est vrai, t'as raison, il y avait le geste, il y avait une casserole, une poêle, un machin, une planche découpée. C'est simple. Non mais c'était le basique. C'était élémentaire dans le bon sens du terme. C'était élémentaire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire jouant avec les éléments de base. On jouait, et c'était en noir et blanc. Catherine Langeais. Catherine Langeais, c'est l'émotion, ne vous inquiétez pas. Non mais Catherine Langeais, elle le tensait un peu, elle le moquait même. Faut pas croire qu'elle était c'était pas une potiche. Je me mets un peu en faux par rapport à madame. Elle le moquait. Ah dis donc, vous faites du gaspillage. Ah dis donc, ils vont en faut des casseroles. C'était un peu la maîtresse de maison qui disait à un cuisinier, c'est gentil, mais ça fait de la plonge. À vous, chef. Pour Evelyne, elle n'était pas que potiche, elle passait les plats, donc il y avait quand même une dynamique. Elle n'était pas ce plat. Excusez-moi, je rebondis en même temps sur votre intervention, longue et instructive. Jusqu'à présent, vous n'avez parlé que d'un rapport positif de l'image. Qu'est-ce que... plutôt sur une esthétique ambitieuse, positive. Qu'en est-il, notamment sur le web et même en télévision, des programmes qui sont plutôt tournés sur une vision dégradée de la nourriture, où on est sur toute l'esthétique de la junk food et on voit qu'il y a des thématiques très fortes sur une image très particulière de la nourriture, limite répulsive, et il y a une explosion de la consommation de ce type de contenu. C'est aussi une forme de télégénie qu'une image de la nourriture un peu dégradée. Alors, on peut faire référence à plusieurs types d'émissions. Je ne sais pas si vous allez regarder Cauchemar en cuisine. Il y a des choses qui ne sont pas du tout agréables à voir. Ou alors vous pouvez penser, je ne sais pas,
quel type d'émission vous faites référence, parce que les émissions qui sont portées sur le végan, par exemple, en ce moment, qui tendent quand même à dénigrer tout ce qui est viande, sang, etc. Ma question n'était pas forcément sur le sujet, mais pointant du doigt des dérives, qu'elles soient humaines ou consommatrices dans le milieu de la gastronomie, mais plutôt sur l'objet même matière, où on voit qu'il y a un certain nombre de programmes et de contenus sur des thématiques, notamment en digital, on voit qu'il y a des chaînes consacrées à la cuisine, mais junk food vraiment quasiment répulsive, et qui offre en elle-même une certaine forme d'esthétique. Sauf que c'est une forme d'esthétique dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, puisqu'on est dans une approche plutôt... Personnellement, je n'en ai pas vu comme ça. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé parce qu'elle est vraiment extrême. On sait que tout système, il produit évidemment son contre-signal. Hein, ça, c'est la base de tout un système. C'est-à-dire que pour tout ça, depuis longtemps, les structuralistes, ils ont montré que la signification naît et la valeur naît de la différence. Donc si toi tu fais A, moi je fais B, hein, ou je fais non A. C'est le basique de la... Donc tout système va produire évidemment son contre-signal, et c'est normal que des jeunes, et d'ailleurs c'est même récupéré, là en Italie on avait tout un atelier à Palerme consacré à ce type de communication. Et la discussion a porté, mais est-ce que ces images régressive, transgressive, dans le dégoût, dans l'abject que vous montrez, elles ont un rapport avec le réel. Et les directeurs des marques, ils disaient, mais nous, on s'en fout du rapport avec le réel. Ce qu'on veut montrer, c'est un style, c'est une manière d'être qui est en rupture avec les codes. Mais et il avait pris un très bon exemple, il avait dit, quand vous prenez une photo ou une image ou une esthétique d'un parfum avec une femme assise en Amazon sur un cheval, etc., personne n'établit le rapport avec le réel. On est dans la fiction. Donc dans votre question, il y a à la fois deux choses, c'est que c'est normal qu'un système produise son contre-système et que face à la très grande dominante de l'esthétisation, il y ait des poches esthétiques qui vont vers la contre-culture, l'alternatif, le disruptif, le transgressif, à la fois parce qu'ils se comportent comme ça dans le quotidien, mais aussi par pur jeu. Par pure, comme on dit, fictionnalisation, c'est-à-dire qu'on s'invente des codes complètement en dehors de la normalité et de ce que l'on voit. Bon, c'est une rupture avec les médias traditionnels. Mais c'est vrai, vous avez raison, ça existe. Hein, c'est une esthétique à rebours, une esthétique de l'abject, donc qui peut aller très loin. Les Italiens, ils adorent travailler là-dessus, hein, sur ces choses qui vont vers l'excrémentiel. À des programmes particuliers que vous avez vus en série, ou c'est des images dispersées? Je vous le rends tout de suite. Non, il y a notamment un programme que j'évoquais tout à l'heure qui s'appelle Fuck That Delicious, qui est un programme qui est sur une forme de surconsommation de la nourriture. On est presque dans une approche à la limite du pré-apocalyptique, avec quelqu'un qui surconsomme tout. C'est une surjouissance, et ce qui n'est pas forcément une thématique inintéressante dans l'atmosphère dans laquelle on est en ce moment, donc ça peut d'ailleurs expliquer une partie de son succès. Donc c'est pas non plus totalement un thème nouveau si on pense au cinéma avec La Grande Bouffe par exemple, ce genre de choses. Et c'est ce rapport ambivalent d'attraction, de répulsion, et la nourriture elle est appétissante à un moment, une fois qu'on l'a mangée elle devient répulsive, et donc on a le même rapport, mais c'est vrai que notamment, et c'est tout cet esprit justement alternatif et un peu contestataire qu'entend incarner Weiss avec ce personnage décalé qui... Ça peut aller très loin, il y a toute une esthétique de l'abject autour du paix, du raw, de l'excrémentiel. Ça, les surréalistes ont joué avec ça, et aujourd'hui, sans trop le savoir, à leur corps défendant, certains ados sont là-dedans, c'est pipi, caca, c'est vraiment... et donc, l'abject, c'est par exemple, je me surnourris, je suis au bord du vomissement, mais on peut avoir du vomi aussi, puis si ça doit contribuer à une forme de télégénie, de l'abject. C'est qualifié comme ça en général. C'est dans cette catégorie. Ouais. Donc... Oui, pardon, Evelyne. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a une dernière question. Evelyne, on te libère si tu dois, et on prend cette dernière question. Merci. Merci à toi, Evelyne, et bon retour. Merci. Hop,
Voilà, on est tout à vous. Oui, juste pour... bon, je vais me présenter d'abord. Je suis professeur de cuisine, à la fois restaurateur aussi. J'ai les 2 casquettes à l'heure actuelle. Effectivement, la majeure partie des gens nous disent « mais bien, ça vous sert, les émissions de cuisine. Vous remplissez vos sections, vous pouvez embaucher parce qu'il y a l'engouement qui est créé et généré par ces fameuses émissions, hein, où tout est joli, tout est beau. On peut les associer, pour certaines, effectivement, à de la télé-réalité. Malheureusement, elles sont très très loin de la réalité. C'est de la télé, mais elles sont très très loin de la réalité. J'ai des élèves qui arrivent, j'ai des apprentis qui viennent me voir au restaurant pour être embauchés, et quand ils voient ce qu'est le nettoyage, la mise en place, les choses comme ça, forcément ça rebute. Donc effectivement, ça remplit nos sections de lycée hôtelier, de lycée des métiers, etc., ou de CFA. Mais ça met des fois beaucoup d'élèves en souffrance quant à la finalité, à la finalisation de leur parcours scolaire. Et je voulais savoir s'il y avait une étude sur ce recul de l'image que ça pouvait générer et du ressenti des jeunes ou de certaines personnes en reconversion qui ont choisi justement l'hôtellerie, la cuisine, au vu de ce qu'ils pouvaient en imaginer auprès des écrans télévisuels. Donc vous voulez dire s'il y a des études qui sont faites sur la déception, le décalage entre la perception, on va dire, sublimée, réenchantée. Voilà. Hein, voilà. Donc on définit toujours, hein, on l'a fait tout à l'heure pour la vérité du pain, c'est très important. Le réenchantement, c'est le rapport magique que l'on a avec le quotidien. Le désenchantement, c'est la perte de la magie. Donc ce que vous écrivez, c'est une vision désenchantée. C'est-à-dire que la magie, elle a été entretenue par ce qu'on a évoqué, même sous la pression de la télé-réalité ou d'autres émissions. Est-ce que vous évoquez? À ma connaissance, je ne vois pas d'études spécifiques sur le devenir des élèves, par exemple, qui auraient quitté une section mais ça peut être une analyse à faire, effectivement. Ça pourrait être un beau sujet de mémoire ou de thèse, ou en interne pour vous une étude à mener. Hein. Je sais qu'il y a des inspecteurs souvent dans l'amphithéâtre, donc c'est peut-être une chose à entendre. Ça pourrait être une étude de la réception, c'est ce que disait tout à l'heure Evelyne. On est sur une étude de la réception médiatique et de la façon dont elle peut engendrer du désenchantement dès qu'on est au contact du réel. Donc désenchantement, perte de la magie. Boum. C'est-à-dire, c'est long à faire, j'apprends pas tout de suite. Une erreur, il faut peut-être du temps pour la rattraper. Il y a des tâches ingrates. On le voit bien quand les gamins vous disent « je comprends pas, je suis allé dans un 3 étoiles, on me demande de faire la plonge ». Alors que moi, je croyais tout de suite, le 3 étoiles, je serais au sommet de la création culinaire. Ben non, tu fais tes gammes, voilà, t'apprends les choses. Mais je trouve ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça nous permet de conclure en revenant au thème, la notion que vous aviez choisie pour commencer, celle de visibilité, puisque là vous montrez bien la difficulté de la visibilité, c'est-à-dire que la visibilité a créé, on a rendu plus visible la fonction de cuisinier, mais on en a donné une image construite, une image esthétisée d'une certaine manière par la télévision, qui du coup crée un décalage avec la réalité. Une promesse ? Moi je pense que ces émissions, il faut les garder... Je pense que les émissions, il faut les regarder comme ce qu'elles... Enfin, pour ma part, il faut les regarder comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire un divertissement. Mais... Ouais. Après, télé-réalité ne veut pas dire réalité. Hein. Télé-réalité, c'est la mise en scène d'une réalité, des réalités. Ouais. Une mini-intervention. Oui, pardon. Oui, Laurent. Ouais. En même temps, je me souviens, vous savez, les psychanalystes vous disent que la réalité, elle n'existe pas, les constructivistes aussi, ça n'existe pas la réalité, c'est jamais qu'un construit. Je voudrais juste terminer sur un exemple qui m'avait beaucoup frappé quand je l'avais invité à Dijon pour notre biennale des arts culinaires, c'était Régis Macron. Et Régis Macron, Marcon, j'ai dit Macron ? Alors là... Comme quoi un lapsus est toujours motivé. Hein. Bon,
Et Marcon, je vais y revenir, j'ai bien vu que ça tiquait devant, je me dis, ils aiment pas le cuisinier dont je parle. En fait, c'était sur cette télégénie, mais aussi cette construction du réel. Il disait, moi très vite, je vois un apprenti, je vais l'observer pendant quelques heures et je vais savoir si je le garde ou pas. Et sur l'aspect justement qu'on évoquait, télégénique, mais aussi figuratif, global. Il disait, le mauvais apprenti, c'est celui qui est finalement qui devient autiste parce qu'il est absorbé par la tâche primaire que je lui donne. En gros, si je lui demande d'éplucher quelque chose pendant 2 heures ou 3 heures, il va pester comme un malade contre moi et d'un point de vue autistique, il ne voit plus rien autour. Alors qu'un bon apprenti, il disait, je lui donne la même tâche, ingrate, primaire, élémentaire, mais au bout de quelques heures, ce garçon, cette fille, s'est imprégné de l'environnement. Et quand je lui dis, qu'est-ce que tu as vu? Ben, le premier, il répond, j'ai rien vu, chef. On m'a demandé, faut quand même pas se moquer du monde. Et le deuxième, il dit, moi, et il a vu un tas de choses. Il a entendu des mots, il a vu des déplacements, il a intégré des temporalités, il a vu des espaces, il a compris des mécaniques, des situations, etc., etc. Donc j'enjolive peut-être un peu les choses. On avait bien vu cette différence. Et je pense que la télé, elle pourrait progresser aussi là-dessus. Mais bon, la télé, elle doit faire effectivement, comme on disait, du spectacle. Hein. Elle doit produire du rythme, du tempo. Elle doit être prise un peu dans le maelstrom de tout ce qui a et avant et après elle dans les émissions. Donc mais j'avais bien retenu cette image de qu'est-ce qu'on voit. Hein, Donc il y a un champ intéressant de développement. En tout cas, je pense qu'on sera d'accord sur cette dimension que promeuvent un peu ces émissions dans la télégénie. Si on sort de cette séance plénière en disant la télégénie, c'est effectivement la proposition visuelle que représente un plat, mais au-delà, la dimension esthétique, c'est-à-dire les formes que ça prend, et pour terminer, tout l'espace figuratif, c'est-à-dire tout cet environnement. Bon, je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps, ce qui explique qu'on a toujours un rapport, malgré tout, de fascination pour la cuisine. Ça nous parle, ça nous touche. Hein. Et évidemment, ce sont des formes qui viennent nous saisir, voilà, elles nous atteignent. Donc, quelquefois, notre corps défendant, mais on va dire, pour la plupart du temps, ce sont des formes qui nous touchent agréablement hein, dans le rapport. Tout à l'heure, on évoquait l'imaginaire du pain, à lui seul. C'est une forme qui vient nous convoquer très souvent sur un mode agréable. Donc voilà, c'était un peu le sens. J'espère. On est toujours un peu frustrés. Hein, on n'a jamais une vision exhaustive des sujets, mais si on a pu aborder ça sous les angles qui nous paraissaient prioritaires, tant mieux. Merci à vous tous et toutes. Hein.